Bonjour et bienvenue dans Première Lecture, le format de lecture des rapports parlementaires. Aujourd'hui, nous terminons le développement de ce rapport parlementaire sur l'organisation des élections en France et sur le rôle prépondérant des sondages. La dernière fois, nous avions vu la rhétorique déployée par les directeurs des instituts de sondage qui vise à nous expliquer que les sondages, soit ils ont raison, soit ils ont tort, mais que dans tous les cas, pile je gagne, face tu perds. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir à l'ordre du jour les préconisations, mais surtout les réformes pour contrôler l'influence des sondages sur les élections et le débat politique. Concrètement, la Commission va nous proposer de réformer les sondages sous différents moyens, avec différentes visées, afin d'avoir un meilleur contrôle de l'information politique. Voilà un petit peu l'ordre du jour pour aujourd'hui. YouTube, il s'agit de notre avant-dernière VOD consacrée au rapport parlementaire sur l'organisation des élections et sur les sondages, puisque la prochaine fois nous ferons la grande conclusion et qui prendra elle aussi toute une VOD. Donc nous approchons de la fin de cette lecture, qui nous aura quand même pris 8 VOD, mais ce fut divertissant et surtout très instructif. J'ai particulièrement apprécié découvrir ce format et ce rapport parlementaire. Aussi, si toi tu as des suggestions de rapports parlementaires que tu souhaiterais que je fasse lecture, qu'on commente ensemble, qu'on développe, qu'on explore des idées ensemble, n'hésite pas à les mettre en commentaire et bien sûr lâche un pouce en l'air et un abonnement pour ne pas rater les prochains épisodes de Première Lecture. Hop, alors nous avons rendez-vous page 323 et on y va donc pour des réformes indispensables pour contrôler l'influence des sondages sur les élections et sur le débat politique. Au terme d'une commission d'enquête qui a eu accès à des documents inédits concernant les sondages, votre rapporteur estime à plusieurs titres que le cadre de régulation actuellement appliqué ne permet en aucun cas d'assurer la qualité informationnelle de ces outils, ni d'éviter leur utilisation, voire leur manipulation pour influencer le débat public et politique. Plusieurs facteurs d'inquiétude sont ainsi apparus. Effectivement, on avait vu que la dernière fois, il y avait des arrondissements, des chiffres arrondis, on se demandait pourquoi ils étaient arrondis à tel niveau, et que les membres des instituts de sondage nous faisaient une David Goudenoff en mode faut bien mettre un chiffre, voilà. Donc devant cette défense pitoyable, nous allons écouter l'offensive d'Antoine Léaumont. Et là, vous voyez bien, c'est expliqué, votre rapporteur. Donc considérez que là, ce qui est expliqué, ce sont les propos du rapporteur. D'abord, la commission des sondages ne dispose ni des données ni des moyens humains suffisants pour assurer un contrôle réel de ces outils. C'est vrai, on avait vu, ils ont globalement 3 équivalents temps plein pour contrôler tous les sondages qui sont produits en France constamment, et pour vérifier qu'ils respectent bien l'espèce de pseudo-méthode qu'ils se doivent de respecter. Et non, c'est même pas, c'est un équivalent temps plein plus 2 experts qui interviennent occasionnellement. Donc c'est même pas 3 équivalents temps plein. L'unique organe de contrôle prévu par les textes de loi actuels n'est pas en mesure d'assurer réellement ses missions. Aussi, votre rapporteur préconisera dans un premier temps des mesures d'urgence sur ce point décisif. Ensuite, le champ de contrôle de la commission des sondages apparaît trop restreint, ou du moins s'auto-limite-t-elle pour l'heure dans ses prérogatives. Il semble donc, dans un deuxième temps indispensable, de prévoir que la Commission ait à connaître de tous les sondages de nature à influencer le débat politique. Les sondages de personnalités politiques, d'opinion sur des thèmes d'actualité, etc. Et pas seulement des sondages électoraux. Cela est une nécessité d'autant plus importante que des menaces de tentatives de manipulation pèsent sur les instituts de sondage, comme votre rapporteur l'a montré en enquêtant sur le projet Périclès. Voilà, on ne le soulignera jamais assez. Il y a notamment l'ombre de Pierre-Édouard Stérin. Enfin, pour le coup, c'est même pas une ombre puisqu'il avance à visage découvert. Pour autant, il y a d'autres ombres, notamment celle de Bolloré qui rôde, et donc possiblement d'autres personnes qui utilisent à dessein les sondages pour manipuler l'opinion publique. Enfin, et c'est sans doute là l'essentiel, il apparaît à votre rapporteur qu'il est indispensable d'augmenter la transparence des instituts de sondage et donc de rendre public l'ensemble des données qui permettent d'en tester la validité scientifique.
Plus encore que le contrôle de la commission, c'est le contrôle du public, et en particulier des scientifiques, qui sera de nature à assurer une meilleure qualité des sondages, tout en mettant en lumière les biais méthodologiques d'échantillonnage ou de redressement qu'ils peuvent comporter. Je le redis pas, allez voir, franchement allez voir la VOD précédente si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est incroyable. Je vous tease juste, les sondages mettaient une Valérie Pécresse à 11% dans les données brutes, pour finir avec une Valérie Pécresse à 20% et qui gagnerait face à Macron en 2022. Je vous explique pas comment on en est arrivé à ce résultat-là, allez voir parce que c'est véritablement éclairant comme situation. Premier point, dépasser la frayeur des sondeurs pour engager un nouvel acte dans la régulation des sondages. Pour les instituts de sondage, toute tentative de régulation supplémentaire est perçue comme une atteinte directe à la démocratie. En effet, les sondages, omniprésents dans le débat public, sont présentés comme une source essentielle d'information, et donc comme un fondement du fonctionnement démocratique. Jean-Yves Dormagan, président de Cluster 17, bonjour cher monsieur, qui par ailleurs ne formule aucune opposition de principe à la divulgation des données brutes, tout comme l'Institut Opinionway, qui le fait déjà, confirme cette idée en expliquant que les sondages sont aujourd'hui un acteur majeur et décisif du débat démocratique et de la connaissance de la volonté populaire. Et il est à noter que votre rapporteur ne le nie pas nécessairement, à condition que les intentions des commanditaires des sondages soient plus transparentes, mais aussi que les données des instituts, elles aussi, soient davantage transparentes, c'est-à-dire au minimum vérifiables. Ce qui ne l'est pas aujourd'hui, d'une part parce que les instituts de sondage ne publient pas ces informations, et d'autre part parce que la commission des sondages, qui doit vérifier la légalité de ces sondages, n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est intéressant. On voit bien ici que Antoine Léaumont, il n'est pas contre les sondages, il n'est pas pour l'interdiction, notamment tout ce qu'on a pu dire et pu entendre sur la commission d'enquête. Il n'est pas pour les interdire, il est pour qu'on ait accès à un maximum de données pour qu'on puisse vérifier si c'est du travail scientifique ou bien du bullshit. En ce sens, les instituts se positionnent comme des producteurs d'un bien commun, indispensable à l'exercice éclairé de la citoyenneté. Interroger cette place ou envisager d'en encadrer les usages revient alors, aux yeux de certains, à remettre en cause la liberté d'informer. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, résume cette position sans ambiguïté. On rappelle que c'était lui qui avait dit pourquoi on a changé les chiffres ? Je ne rêve pas d'une démocratie où l'on raréfierait l'information à disposition sous prétexte que les citoyens ne seraient pas assez sachants pour en faire le bon usage. Pareil aussi, je répète, de fait, et c'est un petit peu ce qu'ils disent les sondeurs, surtout quand les sondages se trompent, c'est que c'est pas de l'information. Voilà, donc à partir de ce moment-là, qu'il y ait des sondages ou pas, c'est pas de l'information. Toute limite devient suspicion, toute régulation une forme de censure. L'idée selon laquelle la réduction du nombre de sondages pour éviter la saturation du débat public relèverait en réalité d'un déni de démocratie est apparue au fil des auditions, notamment lorsque Jean-Yves Dormagan a souligné que, dans les pays où les sondages sont interdits ou strictement encadrés, on observe généralement des déficits démocratiques. Toutefois, néanmoins cependant, assimiler toute tentative de régulation à une atteinte à la démocratie relève d'un faux procès. Réguler ne signifie pas interdire, mais encadrer des pratiques afin d'en garantir la transparence, l'éthique et la qualité. Dans un contexte où les sondages peuvent être instrumentalisés à des fins de manipulation de l'opinion, CF les 3 dernières VOD, une régulation réfléchie apparaît moins comme une menace que comme un outil de préservation du débat démocratique. Loin de restreindre la liberté d'informer, elle vise à en renforcer la crédibilité et protéger les citoyens contre les usages stratégiques ou biaisés de ces instruments d'influence. Et se faire biaiser n'est jamais très agréable. La transparence des données brutes, une initiative bien accueillie par les instituts. Alors pourquoi ils l'ont pas mis en place alors, hein ? Ça se targue de vouloir mettre en place la transparence, mais derrière ça le fait pas, hein.
La mise en place d'une régulation plus rigoureuse, incluant notamment la publication systématique des données brutes et des algorithmes de redressement, est une proposition constante de la part des chercheurs qui remettent en question les fondements méthodologiques des sondages d'opinion. Oh putain, ça me tend une perche là. Excusez-moi. La plupart des instituts de sondage ont toujours exprimé une certaine opposition à toute exigence accrue de transparence. Cette réticence n'est pas nouvelle, elle s'inscrit dans une tradition ancienne de protection du secret méthodologique. Deuxièmement, votre rapporteur a pu le constater durant les auditions, les instituts de sondage n'ont pas formulé d'opposition de principe sur l'idée de publier les données brutes, tout en questionnant la pertinence d'une telle disposition. À ce titre, Madame Adélaïde Zulfikarpasic, je dois certainement déglinguer son nom, je suis désolé, chère madame, directrice générale de BVA X-Site. J'ai compris. Si elle est disposée à mettre à disposition du grand public toutes les informations transmises à la commission des sondages, émet toutefois un bémol en expliquant que la difficulté réside dans la compréhension de ces éléments par le grand public. De même pour Brice Teinturier qui n'est pas convaincu que cela serve le débat public. On n'est pas sûr, on hésite, on sait pas, faudrait faire un sondage pour vérifier ça, on sait pas. Les sondeurs ne tenaient pas le même discours il y a 15 ans, lors de la discussion de la proposition de loi sur les sondages, visant à mieux garantir la sincérité du débat démocratique, politique et électoral, à l'initiative des sénateurs Hugues Portelli de l'UMP et Jean-Pierre Sueur du PS. Les instituts étaient alors montés au créneau. Brice Teinturier s'insurgeait contre une réglementation qu'il jugeait déjà lourde et affirmait « Ce n'est pas aux élus de décider comment les instituts doivent faire leur sondage et quels modes de recueil sont bons ou pas bons. » Oh, il est tout chonchon. Quant à la proposition de publier les données brutes et redressées, elle était jugée extrêmement contestable, au motif qu'elle pourrait alimenter des soupçons de partialité. Attention, on sort les gros mots. Alors même qu'une telle transparence permettrait précisément d'en démontrer l'absence. Oups! Face au constat d'absence d'effets négatifs après la publication systématique des données brutes par OpinionWay, Brice Teinturier admet aujourd'hui que, contrairement à certaines craintes, cela ne nuirait pas non plus à notre métier. Oh, ça a mis beaucoup d'eau dans le vin. On en parle qu'il y a une faute d'orthographe dans le communiqué de presse de l'Élysée. Je sais pas, nous on est en train de lire un rapport, un rapport parlementaire. Envoie-le-moi au MP, puis on rigolera de ça après en post-live. La transparence. Alors c'est quoi? Attends. Dans les tout prochains jours. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique. Effectivement, ça pique. Hein. Aïe, 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 aïe. Bah alors, c'est le stagiaire, c'est ça, il a oublié de se relire. Vous me direz, hein, on rigole. On a relevé quelques fautes d'orthographe sur ce rapport. Bon, 522 pages, hein, c'est autre chose qu'un communiqué de presse d'une page. Mais on en a relevé 3 ou 4 sur les pages qu'on a lues, sachant qu'on n'a pas tout lu en plus. On est vraiment allé à l'essentiel. Sinon, ça nous prendrait 50 VOD à faire. Mais ouais, on a vu quelques coquilles aussi. Hein. Il fait 3 phrases. Oh là là là, oh, quel enfer. Oh là là. Non mais qui est encore, parce que hein, je dis ça, qui est encore 1 ou 2 fautes d'orthographe quand tu écris des bouquins de plusieurs centaines de pages, ça s'explique. C'est notamment le cas dans mon mémoire de recherche de Master 2 qui fait 200 pages. J'ai relevé, alors que pourtant j'ai fait des centaines et peut-être même des milliers de relectures, j'ai relevé tout à la fin de ma soutenance 2 fautes d'orthographe et là je me disais mais putain c'est pas possible. Donc ça peut, voilà. Et par exemple là on a le cas avec ce rapport là. Mais dans un communiqué de 3 phrases, c'est compliqué. Bref, revenons à la transparence, qui est l'une des conditions fondamentales de la science, à laquelle, du reste, la majorité des instituts de sondage prétendent appartenir. Elle permet non seulement une évaluation par les pairs, c'est-à-dire l'activité collective des chercheuses et chercheurs qui examinent de manière critique les travaux de leurs collègues, afin que seules les études originales, significatives et rigoureusement menées soient reconnues,
mais elle permet également la vérification de l'intégrité des méthodes employées, la détection d'éventuels biais, et plus largement, la légitimation des résultats. Car, au regard de l'influence qu'exercent les sondages sur l'opinion publique, on ne saurait uniquement s'en remettre à un postulat de bonne foi. Oui, parce que à la question « Est-ce que votre sondage il est honnête ?», les sondeurs répondent « Oui ». Ou plutôt, je dirais même, ils répondent « Yes ». Par contre, quand on leur demande « Qu'est-ce qui fait que vos sondages sont scientifiques et qu'ils fonctionnent bien ?» Oh bah, on espère que ça l'est. Voilà. J'en étais où ? Car, au regard de l'influence qu'exercent les sondages sur l'opinion publique, on ne saurait uniquement s'en remettre à un postulat de bonne foi. Ça, je l'ai déjà lu. De plus, une analyse critique et systématique de leur méthode par des pairs qualifiés permettrait d'améliorer en continu les outils utilisés. Or, cette amélioration se fait aujourd'hui à huis clos, dans l'opacité d'un fonctionnement interne présenté comme une boîte noire, dont la seule invocation devrait suffire à entraîner la confiance du public. Moi, souvent, quand on m'explique qu'il y a des trucs qui sont faits comme ça à huis clos et que c'est pour pas informer les gens, je suis un peu sceptique, je plisse des yeux. Cette confiance, pourtant, ne peut être exigée sans justification. Elle doit se construire, comme en science, par la démonstration, la confrontation et la transparence. Ce qui me fume, c'est qu'aucun média a corrigé. En plus, oh là 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 là. Alors, une fois consensuelle en l'autorégulation pour faire front à des critiques systématiques. Les arguments avancés par les différents instituts au cours des différentes auditions se caractérisent par une certaine unanimité. Si les instituts de sondage font confiance au législateur pour que ce dernier légifère en matière sondagière, l'idée selon laquelle la concurrence suffirait à elle-même pour garantir la fiabilité des résultats est largement ancrée dans le monde des sondeurs. En effet, Frédéric Dabi, de l'IFOP, considère que dans un secteur très concurrentiel, cela se verrait si un institut privilégiait un courant de pensée ou un candidat. De même, Bruno Jambart, ou Jambart, on ne sait pas, Opinionway, estime que la réponse réside dans le pluralisme. Si un institut présente un croisement alors que les autres montrent un écart, cela serait immédiatement visible. Les conséquences pour cet institut seraient très sévères. Ipsos révèle que les instituts de sondage ne peuvent être corrompus car un institut qui, pour satisfaire un média, manipulerait artificiellement les résultats serait immédiatement repéré comme divergent de ses confrères. Ah, mon Dieu. Cela jetterait le doute sur la crédibilité de cet institut. Tous défendent l'idée que le pluralisme du marché agit comme un mécanisme d'autorégulation. Si un institut dévisse... C'est la première fois que je vois ce mot utilisé comme ça. Les autres le rendent visible par contraste. Cette croyance n'est pas sans rappeler les propos de Claude Robinson, fondateur de l'Opinion Research Corporation, affirmant que l'honnêteté est primordiale dans la recherche sur l'opinion publique, laquelle s'autorégulerait naturellement grâce aux interactions entre les instituts et leurs clients. La main invisible du marché s'appliquerait donc aussi au sondage. Et là, ça tombe à pic. Cette confiance dans l'équilibre concurrentiel repose sur un présupposé fragile. Celui que tous les instituts n'ont jamais tort en même temps et que leurs erreurs ne convergent pas. On rappelle que les instituts de sondage font plus fréquemment des erreurs que des prédictions avérées. Donc, de là à dire qu'effectivement, ce principe qui est de dire qu'ils ont tous raison parce qu'ils ont tort, j'ai envie de dire, il peut s'appliquer. L'autorégulation suppose, en toute chose, des présupposés qui ne trouvent aucune traduction dans la réalité matérielle. D'abord, elle suppose que les erreurs ne sont jamais collectives et que les biais ne peuvent pas être partagés, alors même que les logiques communes de redressement, d'échantillonnage ou de formulation des questions peuvent produire des dérives convergentes. La possibilité de biais convergents est d'autant plus crédible que, comme le reconnaît lui-même François Kraus, directeur des études politiques à l'IFOP, dans cette profession minuscule, tout le monde se connaît et a travaillé ensemble. Ouais bah voilà, en plus,
C'est littéralement une petite classe sociale qui reste dans un entre-soi social. Donc évidemment que des erreurs et des approximations sont faites. Cette remarque met en lumière l'étroitesse du milieu des sondeurs, où la proximité professionnelle et les parcours croisés favorisent une homogénéité des pratiques. D'ailleurs, au regard des documents que votre rapporteur a pu consulter auprès de la commission des sondages, l'arrivée d'un nouveau venu dans le monde des sondages comme Cluster 17, dont les méthodes de travail diffèrent de ses concurrents, Jean-Yves Dormagent nous ayant indiqué préférer avoir de bons échantillons politiques afin de moins redresser cette donnée, à l'inverse des autres instituts, peut susciter de larges questions auprès de l'organe chargé du contrôle, comme auprès des dits concurrents. Et alors, même que les résultats de cet institut apparaissent plus proches du résultat final que les acteurs plus établis du marché. L'autorégulation invoquée par les sondeurs suppose aussi que les outils sont transparents et accessibles, ce qui est loin d'être le cas. Les redressements statistiques, les algorithmes, les pondérations restent opaques, empêchant toute vérification extérieure. Enfin, cela laisse de côté le fait que le pluralisme n'est pas réellement visible pour le grand public. La plupart des comparaisons restent internes au milieu. Or, la commission des sondages elle-même a constaté que, d'un institut à l'autre, certains candidats seront plus favorisés. Emmanuel Macron chez Ipsos, Valérie Pécresse chez Opinionway, Éric Zemmour chez IFOP, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen chez Elab. Ce constat confidentiel révèle que la régulation par la diversité ne garantit en rien l'absence de biais. Elle peut tout aussi bien les dissimuler collectivement. Et oui, et comme la seule preuve qu'on ait, c'est TKT Poto, fais-moi confiance, on peut se permettre aussi de se douter sur cette même base-là, à défaut d'avoir des vraies preuves et de la transparence. Cette structure idéologique s'oppose aux critiques que formulent de nombreux chercheurs. Alain Garrigou, rebonjour à lui, constatait déjà en 2013 que les sondeurs sont plutôt favorables à l'autorégulation par le marché. Autrement dit, ils sont hostiles à la régulation publique et, si elle existe déjà, ils vantent le statu quo. Or, la situation légale a été jugée très insatisfaisante en France à la suite d'affaires ou de coups médiatiques. Les professionnels se plaignent rarement des pratiques déloyales. Il en va autrement en privé. L'existence d'une commission des sondages très inactive n'a pas empêché les dérives. Elle a même paradoxalement accru le régime d'irresponsabilité de sondeurs qui n'ont pas manqué de faire valoir que la commission des sondages ne leur reprochait rien parce qu'elle n'avait rien à reprocher. Caution d'État, en somme. Vu sous ce prisme, les sondeurs ne peuvent être considérés comme extérieurs à tout cadre idéologique. Ils s'inscrivent pleinement dans une vision libérale de leur position, où le contrôle démocratique est réduit à sa portion la plus minimale. Et c'est parti pour le grattage de nez. Cette orientation ne relève pas seulement du discours, elle se manifeste concrètement lorsque les instituts de sondage interviennent dans le processus législatif pour défendre leur volonté d'échapper à toute forme de régulation. Ce fut par exemple le cas lorsque le monde des sondages avait manifesté une vigoureuse opposition à l'encontre de la proposition de loi sénatoriale précipitée. À l'époque, Brice Teinturier, alors l'un des plus farouches opposants au texte, déclarait que le Syntec a pris position et s'est exprimé sur les articles critiquables. Nous avons également été consultés par les sénateurs Portelli et Sueur, qualifiant alors la réforme d'archaïque et paternaliste. De manière discrète mais assumée, les instituts ont contribué à affaiblir un texte qui visait justement à encadrer plus strictement leur activité. Ça va toujours pour vous ? Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à intervenir, c'est le but. C'est pas simplement que je vous fasse la lecture, c'est aussi qu'on débatte ensemble de certains points qui pourraient vous interloquer. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Alors, la boucle d'auto-légitimation. Quand la notoriété tient lieu de preuves scientifiques. Il me faut le scientifique de Bigard.
Nous sommes prisonniers du raisonnement circulaire par lequel le sondage est la mesure de l'opinion publique et l'opinion publique est ce que mesurent les sondages. Surtout qu'on a vu la dernière fois que l'opinion publique n'existe pas en tant que telle. Donc finalement, les sondages mesurent du vent. Cette citation de Patrick Lehung, professeur émérite de sciences politiques, met en évidence une logique auto-validante qui construit un petit monde fermé. En laissant des sondages à la fois la mesure et la définition de l'opinion publique, leur légitimité se renforce au fil du temps et du nombre de sondages sans remise en question de ce qu'ils prétendent représenter. Cette boucle d'autolégitimation est renforcée à double titre. D'une part, par les liens capitalistiques qui unissent certains instituts de sondage aux grands groupes médiatiques ou industriels. Ces connexions financières favorisent une concentration du pouvoir d'influence entre les mains d'acteurs liés par des intérêts communs. Par exemple, l'Institut CSA appartient au groupe Bolloré, acteur majeur du paysage médiatique français, tandis qu'Opinionway est détenu par le groupe Les Échos Le Parisien, une filiale de LVMH dirigée par Bernard Arnault. Ce qui va peut-être changer, puisqu'à ce qui paraît, justement, Bolloré serait en lice pour racheter Le Parisien. Ah. Il est certain que cette concentration soulève la question de l'indépendance des enquêtes d'opinion, notamment lorsque leurs résultats peuvent servir les intérêts économiques ou politiques des groupes propriétaires. Et oui, on rappelle que c'est celui qui détient le carnet de chèques qui permet de contrôler les sondages d'opinion. Mais elle conduit également à un phénomène d'exclusivité. Certains médias ne sollicitent systématiquement que certains instituts, renforçant leur notoriété auprès du grand public, indépendamment de la qualité de leur méthode ou de la pertinence de leurs résultats. Cela s'exprime par une logique de proximité économique et éditoriale. Les groupes médiatiques ont tout intérêt à travailler avec des partenaires usuels, considérés comme fiables, c'est-à-dire alignés, réactifs, disponibles et capables de livrer des résultats rapidement exploitables sous forme de graphiques et de récits clairs. Ainsi, ce sont moins les instituts les plus rigoureux qui sont mis en avant que ceux qui s'intègrent le mieux aux exigences du média auquel ils sont affiliés, quitte à privilégier la forme au fond, le sensationnalisme à la prudence méthodologique. Donc il y a clairement un parti pris des médias qui influence le parti pris des sondages, puisqu'on a vu que tout ce petit monde-là est fermé et s'auto-alimente telle une boucle d'Ouroboros. D'autre part, par la fidélisation entre certains médias et instituts de sondage, qui conduit à une forme de monopole de fait dans la production d'opinion. Certains médias s'appuient sur quasiment exclusivement un institut. Elab pour BFM TV, IFOP pour Sud Radio et LCI, Ipsos pour Le Monde, etc. Cette récurrence crée une familiarité qui renforce la crédibilité perçue de ces instituts, tout en réduisant la diversité des méthodologies. La presse continue ainsi d'accorder une confiance quasi automatique aux instituts historiques, y compris lorsque leurs chiffres sont invérifiables, incohérents ou contestés. Ce réflexe de légitimation systématique empêche toute remise en question sérieuse de leurs pratiques et participe à entretenir l'illusion d'une mesure neutre et objective de l'opinion, asseyant la légitimité des sondeurs, non sur la rigueur de leur méthode, mais sur leur surprésence médiatique rendue possible par des partenariats privilégiés. J'entends ça, j'ai envie de dire pourquoi on ne nationalise pas un institut. Oh là là, attention, faut pas sortir les gros mots. Tu vas fâcher tout le monde médiatique, politique, sondagier, voilà. Oh là là, tu vas exciter tout le monde. De toute façon, vous êtes un dangereux islamo-gauchiste, vous n'avez pas le droit à la parole. On rappelle, selon la méthode de François Bayrou, ex-Premier ministre, puisque maintenant c'est officiel, toutes les idées qui ne sont pas issues de son propre camp n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc vous n'avez pas le droit à la parole. L'effet de réputation, lorsque les experts commentent leurs propres chiffres. Vous trouviez que la boucle du monde fermé n'était pas assez ? Attendez-vous à encore pire. Parce que là, on va passer en mode machine à laver, en mode essorage. Ça va tourner, ça va boucler. Dans le paysage médiatique français,
Un phénomène d'effet de réputation s'observe clairement lorsque les responsables d'instituts de sondage commentent eux-mêmes leurs propres chiffres, renforçant ainsi leur position d'experts incontestés. C'est notamment le cas de Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et de Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Tous deux interviennent régulièrement dans les médias, presse écrite, télévision ou tribune, pour analyser des enquêtes issues de leurs propres instituts. Cette double casquette, producteur de l'enquête et commentateur de ses résultats, renforce leur crédibilité médiatique et installe l'idée d'une expertise neutre et incontournable. Machine à laver en mode essorage. Or, ce mécanisme participe à une auto-légitimation problématique. Leurs analyses sont rarement confrontées à des lectures critiques extérieures et la réputation de leur présence dans les médias contribue à naturaliser leur statut d'autorité sur l'opinion publique, qui, je le rappelle encore une fois, n'existe pas. Ce processus exclut de facto, et pas de facho, d'autres approches méthodologiques invisibilisent la diversité possible dans l'interprétation des données et évacue toute interrogation sur la construction même des chiffres avancés. En définitive, ces pratiques contribuent à verrouiller le débat public autour de l'opinion, tout en consolidant la position dominante de quelques instituts historiques dans un espace médiatique de plus en plus concentré. C'est comme si tu avais fait partie du jury de ta soutenance de maîtrise. Exactement. Voilà, je suis de retour en master et je passe ma soutenance et donc je vais à la fois m'exprimer dans le cadre de ma soutenance puis aussi m'évaluer parce que quand même, en tant qu'étudiant, j'ai quand même la possibilité de m'auto-évaluer et ma note vaut autant que les autres membres du jury, évidemment. Voilà. J'aime beaucoup moi cette analogie hydrauliste parce qu'elle me parle pour le coup. Moi, si j'avais passé, surtout que j'avais quand même passé d'excellentes soutenances de mémoire pour le coup, j'étais moins en mode exposé, présentation devant un jury qui va tout découper au peigne fin, mais vraiment de dialoguer entre presque deux copains, deux collègues et de se raconter des petites anecdotes et tout, et c'était trop cool. Oh là là. En même temps, quand on fait du travail de qualité, c'est sûr qu'on peut avoir des soutenances de qualité. Voilà. Ça, c'était pour l'ego. On se brosse l'ego dans le sens du poil. C'est vraiment la meilleure comparaison que j'ai trouvée. Je l'applaudis, je l'encourage, je la valide et je la diffuse. Et en attendant, j'ai mon nez qui gratte. Les concernés s'en défendent. À commencer par Frédéric Dabi lui-même, qui rappelle avoir beaucoup pris la parole dans divers médias, en essayant d'être le plus clair et le plus pédagogique possible. Ça c'est mon boulot, c'est pas le tien. Abonnez-vous d'ailleurs, n'hésitez pas à sub, abonnez-vous sur YouTube, bref. Donnez-moi de la puissance, de l'énergie. Cet effort de vulgarisation est réel, et il convient de le reconnaître. Le directeur général de l'IFOP souligne parfois les limites et les prudences qu'exigent les documents qu'il produit. Cependant, cette posture ne suffit pas à atténuer les critiques, tant la répétition avec laquelle il commente ses propres enquêtes finit par instaurer une sorte d'autorité auto-validée, où l'expertise semble découler naturellement de la visibilité médiatique, plus que d'un réel examen contradictoire. Et donc contradictoire, il y a tradictoire. Et par ailleurs, ces limites méthodologiques sont souvent oubliées ou ignorées par les commentaires des journalistes ou éditorialistes eux-mêmes, qui contribuent ainsi à asseoir une scientificité sondagière que les instituts eux-mêmes peuvent parfois mettre en doute ou au minimum en débat. Le fait que les sondeurs soient régulièrement sollicités. Attendez, non c'est bon, il ne s'est rien passé. Voire systématiquement pour commenter des sondages qu'ils ont eux-mêmes produits donne lieu à un discours sans contre-pouvoir, où l'analyste n'est jamais séparé du producteur. Cette absence de recul critique devient problématique lorsque ces prises de parole prennent la forme d'affirmations très tranchées, notamment lorsque Frédéric Dabi qualifie par exemple Jean-Luc Mélenchon de tigre de papier électoral. Attention, attention, ça sort de la comparaison, ça sort de l'analogie, ça sort de la métaphore, accrochez-vous. Ces affirmations péremptoires entrent en contradiction avec les discours méthodologiques
Non, les précautions, j'ai sauté une ligne, que Frédéric Dabi recommande lui-même, révélant un écart entre le discours méthodologique revendiqué et la manière dont les résultats sont effectivement présentés dans l'espace médiatique. Au-delà du cas de Frédéric Dabi, l'exemple des labs illustre tout aussi bien cette tension, j'adore la tension, entre rigueur affichée et pratique interprétative. Leur slogan « De tout chiffre on peut faire le verbe », de tout chiffre on peut faire verbe, de tout mot on peut faire sens, à tout signe on peut donner une interprétation, résume cette posture. Toute infime variation devient un récit. Pourtant, ces mêmes instituts reconnaissent dans leur pratique méthodologique qu'un écart de 0,5 points, voire d'1 point, peut très bien relever du bruit statistique, lié par exemple à la composition aléatoire de l'échantillon, ou des fois en mode j'ai envie, ça me fait plaisir, je rajoute 0,5 points. Et après, tu commences à broder là-dessus, alors que c'est juste toi qui t'es rajouté 0,5 points, parce que ça te fait plaisir. En prêtant un sens systématique à ces fluctuations insignifiantes, Elab affiche le risque de transformer un signal aléatoire en un verbe faux, c'est-à-dire de produire des interprétations médiatiques à partir de données fragiles, sinon erronées. Très intéressant tout ça. On voit véritablement la rhétorique des instituts de sondage. Le verrouillage du marché, un effet d'éviction. Cette logique d'autolégitimation et de fermeture du marché produit un troisième effet structurel. L'éviction implicite de toute approche méthodologique jugée non conforme aux standards dominants. Lorsqu'un nouvel acteur émerge avec des méthodes différentes ou des résultats inattendus, il ne fait pas simplement l'objet d'un débat critique. Il est attaqué sur tous les fronts et souvent disqualifié d'entrée de jeu. L'exemple de Cluster 17 est emblématique de cette dynamique. Moi, j'ai entendu parler de Cluster 17 qui s'en est pris plein dans la tronche et je savais pas que c'était un nouvel institut de sondage. Moi, j'étais en train de me dire, je vois pas pourquoi il s'en prend plein la tronche, il est aussi vieux que les autres. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils avaient une méthode différente et qui était d'ailleurs jugée plus fiable en plus, et le rapporteur le dit aussi. Et donc voilà, c'est juste parce qu'il y a plus de transparence avec Cluster 17 que les autres, ils se sentent attaqués dans leur manipulation des chiffres. Donc forcément, voilà, on essaye de tuer Cluster 17. Dans une mise au point publique datée du 4 février 2022, la commission des sondages a sévèrement critiqué la méthodologie de l'Institut, évoquant notamment la faiblesse des moyens mobilisés et l'usage d'adresses e-mail acquises à bas coût, comme si un sondage à faible coût était par principe moins crédible, indépendamment de ses choix statistiques. Mais la disqualification ne s'est pas arrêtée là. Une note interne confidentielle de la commission, à laquelle votre rapporteur a eu accès, suggère que le média Marianne, qui avait publié un sondage Cluster 17, aurait été séduit, non pas par la rigueur de l'approche, mais par son exotisme méthodologique. Les fameuses segmentations en clusters et la promesse de prendre en compte l'avis de tous. Cette même note laisse même entendre le fait que Mélenchon se hisse au niveau des challengers a certainement dû peser dans la balance, comme si la seule originalité des résultats suffisait à les rendre suspects. Fait notable, malgré les critiques dont il a fait l'objet, Cluster 17 s'est finalement révélé être l'un des instituts ayant fourni les estimations les plus proches du score réel de Jean-Luc Mélenchon, là où plusieurs instituts traditionnels l'avaient significativement sous-évalué. Et d'ailleurs pas que Jean-Luc Mélenchon, puisque Cluster 17 avait sur les derniers sondages pratiquement exactement les bons chiffres. Là où les autres se sont misérablement plantés. Autrement dit, dès qu'un acteur rompt avec les routines dominantes, tant sur le plan technique que politique, il se heurte à une réaction de rejet quasi automatique. Ce réflexe défensif empêche toute évolution du champ méthodologique, verrouille le marché au profit d'acteurs déjà en place et neutralise à l'avance toute tentative de renouvellement de la lecture de l'opinion.
Le système sondagier, déjà auto-légitimé par sa visibilité médiatique et ses relais institutionnels, se protège ainsi de toute remise en question réelle. C'est véritablement une corporation qui essaye de défendre ses intérêts pour qu'ils restent les plus opaques possibles, pour ne pas qu'on puisse les remettre en cause. Alors, deuxième point. Un renforcement nécessaire de la commission des sondages face à un niveau de risque croissant. Un renforcement indispensable de ses moyens humains. Les travaux menés par la commission d'enquête ont fait apparaître plusieurs faiblesses dans le cadre de la régulation des sondages et de leurs impacts sur les résultats des élections. La multiplication des sondages accroît en effet fortement le risque de publication illégale et rend plus difficile la tâche de contrôle nécessaire de la commission des sondages. Entre 2016 et 2024, la commission a vérifié près de 1700 sondages. Dotée uniquement de 2 experts et d'un équivalent temps plein, cette dernière n'apparaît pas en capacité de contrôler efficacement l'ensemble des sondages qui peuvent lui être soumis. Votre rapporteur partage à cet égard le constat formulé par M. Jean-Pierre Sueur lors de son audition devant la commission d'enquête. La commission des sondages devrait exercer beaucoup plus souvent son pouvoir de signalement des erreurs et des malfaçons. Dans de nombreuses situations, la loi n'est pas respectée. Cela devrait faire l'objet des sanctions prévues qui s'accompagnent d'amendes considérables. Il est donc indispensable de mettre pleinement en capacité la commission des sondages d'exercer ses missions, ce qui implique d'augmenter ses moyens humains. Cela permettra à la fois de renforcer son action de contrôle et de veiller à ce qu'elle mette à disposition du public toutes les informations utiles. Oups! C'est petit aparté par rapport à ton commentaire, King Loris, c'est un des derniers éléments qui fait que je me dis qu'il veut pas dissoudre, c'est juste pour ça, aussi. Par rapport à tout l'argumentaire que j'ai pu faire hier, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Une modification de sa composition en faveur des compétences techniques. Ah, là par contre on va être sur du nouveau. La composition de la commission des sondages pourrait également évoluer en faveur d'une présence accrue de personnalités qualifiées disposant de compétences d'analyse statistique. Alors, elle est composée de quoi ? 2 membres du Conseil d'État élus par l'Assemblée Générale du Conseil d'État, 2 membres de la Cour de Cassation, 2 membres de la Cour des Comptes, 3 personnalités qualifiées en matière de sondage désignées par le Président de la République, du Sénat et de l'Assemblée nationale, on se croit au Conseil constitutionnel. Un mandat de 6 ans non renouvelable. Ah, intéressant. Je vais peut-être envoyer un CV. Quelqu'un a le 06 de Macron. Faut que j'envoie un CV. Sur ce point, sur l'envoi du CV, votre rapporteur souscrit également au constat fait par monsieur Alexandre Désé, donc c'était bien Désé, lors de son audition. La composition de la commission des sondages pose problème. À l'heure actuelle, il me semble qu'elle compte 2 experts et que parmi ses membres, 2 sont des statisticiens, tandis que 2 autres membres sont issus de la haute fonction publique, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, du Conseil d'État, et ne sont donc pas des spécialistes des sondages. Oups. Hugues Portelli avait dit dans une interview accordée à France Info en 2017 que les membres de la commission étaient tous incompétents en matière de sondage. C'est un sénateur qui le dit. Il serait donc, à mon sens, temps d'y réfléchir. Monsieur Jean-Pierre Sueur a exprimé une position identique lors de son audition devant la commission d'enquête au sujet des limites de la loi numéro 2016-508 du 25 avril 2016. La composition de la commission des sondages, laquelle a perdu son statut d'autorité administrative indépendante en 2017, intéressant ça, a aussi son importance. J'étais consterné qu'on ne prévoit d'y nommer quasiment que des juristes, alors que la complexité du sujet impose que des mathématiciens, des statisticiens et des spécialistes des sondages y siègent également.
j'ai péniblement réussi à introduire 3 personnalités qualifiées en matière de sondage, aux côtés des 2 membres du Conseil d'État, des 2 membres de la Cour de cassation et des 2 membres de la Cour des comptes. Elles sont désignées respectivement par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. C'est tout ce que j'ai pu faire, et je vous implore d'aller au-delà. Les sondages sont un sujet très technique qui requiert une maîtrise des statistiques. Il est donc nécessaire de faire évoluer la composition de la commission des sondages au profit de profils plus spécialisés, afin de renforcer l'efficacité de son action de contrôle et sa capacité de contradiction vis-à-vis des instituts de sondage. Votre rapporteur note que la commission, dans sa réponse écrite, ne partage pas cette critique et considère que la généralisation de profils de statisticiens à l'ensemble des membres de la commission, comme cela est parfois suggéré, pourrait affaiblir l'efficacité et la pertinence des délibérations de la commission, car la mission de la commission des sondages ne peut se résumer à une appréciation du respect par les sondeurs de règles statistiques. Intéressant. Il estime toutefois que le rééquilibrage proposé n'est pas de nature à remettre en cause la capacité de la Commission à mener à bien ses missions et que sa composition reste insuffisamment marquée par des profils de statisticiens. Par ailleurs, le mandat de 6 ans non renouvelable pose à l'heure actuelle un problème pratique de transmission de l'information et de suivi. En effet, l'ensemble des membres étant renouvelés en même temps tous les 6 ans, il y a à ce moment-là une rupture de la continuité du travail effectué par les membres de la commission. C'est un peu comme l'Assemblée nationale par rapport au Sénat. Il semble donc nécessaire de passer dès lors à un renouvellement par moitié afin d'assurer le suivi dans la durée du travail effectué, donc comme au Sénat. Troisième point, ça va toujours le chat ? Troisième point, donc, une vigilance nécessaire vis-à-vis de l'indépendance de la commission et de ses agents. Attention, je crois qu'on va mettre les pieds dans le plat, là, accrochez-vous. Votre rapporteur est également convaincu que la multiplication des sondages, l'ouverture croissante des données et le phénomène de désintermédiation pourraient progressivement conduire à la multiplication non seulement des émetteurs, mais également des producteurs de sondages. De façon prospective, il semble possible d'envisager que la publication des sondages puisse constituer un levier de désinformation ou d'influence majeure des acteurs économiques comme Périclès, lié au milliardaire Pierre-Édouard Stérin, en faisant même un objectif. Oui, on rappelle clairement, Pierre-Édouard Stérin avait été forcé d'avouer à la commission que son but c'était d'avoir suffisamment d'instituts de sondage et de sortir suffisamment de données statistiques pour saturer l'espace public de données qui vont dans son agenda pour faire taire toutes les données qui ne vont pas dans son sens. Clairement, lui, ce qu'il veut, c'est inonder les chiffres qu'il veut pour que les chiffres dont il ne veut pas soient perdus dans la masse, et donc pour ça il sort le carnet de chèques, il achète des instituts de sondage et il achète même carrément des sondages. Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu'un renforcement de l'indépendance de la commission et des exigences déontologiques applicables à ses membres permettrait d'anticiper utilement cet enjeu. Votre rapporteur a conscience que cette préoccupation a été prise en compte par le législateur dès 2017. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit en effet que le régime d'incompatibilité qui concerne les membres de la commission est également applicable à son personnel, ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. Cette définition néanmoins laisse de côté à cette heure d'éventuels prestataires qui interviendraient auprès de la commission, et en particulier des sociétés prestataires de conseil. McKinsey. Par hasard. Il convient donc de corriger cette anomalie. Votre rapporteur considère également qu'il est possible d'aller plus loin que la nuit et le jour sur ce sujet en prévoyant un contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, au moment de la nomination des membres de la commission et en durcissant le régime d'incompatibilité prévu à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977, par exemple en portant sa durée d'application de 3 à 5 ans. À titre personnel, je serais d'avis de renforcer les fonctions de la HATVP pour qu'elle ait à se prononcer sur toute nomination.
À partir du moment où c'est un conseil, où c'est une commission, où c'est une assemblée, où c'est un ministère, où c'est un exécutif, pour moi, la commission devrait se saisir de ces questions-là en permanence pour juger si les élections et les nominations sont bien éthiques aux règles prévues dans notre Constitution. Par ailleurs, dans la mesure où les décisions de la commission des sondages sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État, il est souhaitable que la localisation des locaux de la commission des sondages évolue et que celle-ci ne soit plus hébergée dans les locaux appartenant au Conseil d'État lui-même. LOL. D'accord. Ah ouais, donc... Ah oui, c'est une colocation en fait. Quatrième point. Institut de sondage. Pour une fermeté réelle face aux mauvaises pratiques. Attention, là voilà. Antoine Léaumont, il charge la tête dans le mur. Il fonce tête baissée. Et il n'est pas là pour enfiler des perles. Un renforcement de l'action a priori de la commission. Au-delà des moyens humains et des capacités techniques, votre rapporteur est convaincu que la commission des sondages doit davantage utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Le très faible nombre de mises au point publiées témoigne d'une approche très marquée par une logique de dialogue avec les instituts de sondage. Si cette logique est opportune, lorsqu'il convient de pouvoir disposer des éléments de réponse utiles, il convient de renforcer la dimension dissuasive du cadre légal en le faisant évoluer dans le sens d'un recours accru à cet outil, de sorte que les instituts de sondage ne soient pas tentés de passer à travers les gouttes, en pariant, le cas échéant, sur le fait que la réponse de la commission des sondages est systématiquement graduée. Bref, à un moment, la commission, quand elle n'est pas d'accord, il faut qu'elle le dise. De ce point de vue, il souscrit à l'analyse de M. Jean-Pierre Sueur, développée en audition devant la commission d'enquête. La commission des sondages ne s'est malheureusement pas montrée aussi vigilante que nous l'aurions souhaité. J'ai beaucoup travaillé avec Alain Garrigou, qui a siégé et mis en place, en évidence, ces divers manques et défaillances. Je regrette qu'elle fasse peu d'usage des pouvoirs importants qui lui sont octroyés, notamment celui de publier des remarques mettant en cause les conditions de réalisation de certains sondages. Alors, communiqué, avertissement et mise au point prononcés par la commission entre 2014 et 2024. Donc 2014, 4 au total, 2015, 1, 4, 1, 7, 0, 0 en 2018, 5 en 2019, 5 en 2020, 6 en 2021, 11 en 2022, 0 en 2023 et 5 en 2024. Ça fait pas beaucoup. Quand on voit le nombre d'erreurs des sondages, ça fait pas beaucoup. Votre rapporteur soutient, à cet égard, l'idée que le public doit être informé des difficultés soulevées par tout sondage contrôlé par la commission avant même de la résolution définitive du point concerné. Oui, ce serait bien d'être informé. Qu'une fois que le sondage est paru et que la commission a dit non mais il y a un problème, qu'en fait on puisse être informé du fait qu'effectivement il y avait un problème et qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on a écouté et que grosso modo c'était de la merde. Voilà. Cette proposition revient en pratique à reprendre les dispositions prévues initialement à l'article 10 de la proposition de loi Sueur-Portelli qui donnait compétence à la commission des sondages pour établir a priori des observations à caractère méthodologique dans le mois précédant un scrutin, observations qui seraient obligatoirement publiées en même temps que le sondage et qui pourraient, par exemple, prendre la forme de simples réserves et dans les cas les plus graves, de mise au point. Un renforcement de l'action a posteriori de la commission. D'une façon plus générale, la commission devrait davantage utiliser l'ensemble de ses pouvoirs pour mener à bien ses missions et ne pas hésiter à sanctionner sévèrement les pratiques problématiques des instituts de sondage. Pour mémoire, la commission des sondages peut recourir à plusieurs outils de façon graduée en fonction de l'importance du manquement. Elle peut publier des communiqués qui sont destinés à l'ensemble des instituts de sondage et des citoyens. Cet outil est le moyen d'action le plus rapide de la commission. Depuis 2014, la commission a publié 32 communiqués, dont plus de la moitié, 18,
signalent des anomalies dans les sondages réalisés ou la façon dont ils sont restitués, les autres ayant pour objet de rappeler les dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'interdiction des sondages entre le vendredi minuit et le dimanche 20h, le jour de l'élection. Oh, bah alors il y en a qui jouent pas le jeu ? Elle peut également publier un avertissement ciblant un institut de sondage à l'origine d'un sondage litigieux. Okay. Elle peut enfin éditer une mise au point, dont la reprise peut être imposée aux organes de presse, met en cause des défaillances graves d'un sondage, voire des méthodes de travail d'un institut, comme le rappelle la commission des sondages dans sa réponse écrite. Cet outil constitue le dernier barreau de l'échelle des interventions de la commission dans sa mission de régulation, et se traduit par la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Toute mise au point peut constituer un levier mobilisable par le juge compétent dans le cadre du régime de sanctions pénales prévu à l'article 12 de la loi du 19 juillet 1977. Ce cadre juridique apparaît suffisant, d'après la Commission, pour lutter contre les manquements observés, dans la mesure où ces instituts sont très sensibles aux risques réputationnels lorsqu'une mise au point peut impliquer rupture de partenariat, perte de crédibilité et de confiance. Bref, on vous commande moins de sondages et donc vous avez moins de thunes qui rentrent, donc votre crédibilité est en péril. Et donc votre postérité est en péril. Néanmoins, le faible usage qui en est fait de ces différentes possibilités peut donner l'impression d'une forme de mansuétude à l'égard des sondeurs, même quand les avis des experts sollicités par la commission sont très critiques vis-à-vis de certains sondages. En outre de Calva, la commission a indiqué souhaiter privilégier une logique de dialogue, en particulier avec les instituts, nouveaux entrants sur le marché qui peuvent apporter des innovations et des méthodes nouvelles utiles, en dehors de cas où des défaillances seraient grossières ou volontaires, afin de ne pas les fragiliser de façon disproportionnée lorsque des insuffisances sont décelées. Votre rapporteur ne souscrit pas complètement à cette analyse et considère que la Commission doit utiliser autant que possible le levier du risque réputationnel afin de garder un niveau de pression sur les instituts de sondage compatibles avec le respect de la législation en vigueur. D'ailleurs, lors de l'arrivée sur le marché du sondeur Cluster 17, la Commission n'a pas hésité à utiliser de son pouvoir de mise au point, montrant qu'elle pouvait être plus encline au dialogue avec les instituts déjà établis sur le marché, qui ne respectent pas toujours les règles, qu'avec les nouveaux instituts, nouveaux entrants, qui peuvent pourtant apporter un renouvellement utile des méthodes de travail sondagières. Donc là, on a un exemple de sanction de la commission d'enquête. Je passe rapidement dessus. Ok. 5e point. Une vigilance indispensable sur les risques liés au panel. Pas de panneau. Bah oui, parce qu'on dit un panel des panneaux. L'évolution des techniques des sondages et le recours croissant aux sondages en ligne ont fait apparaître une nouvelle catégorie d'acteurs, les panélistes. Je vais avoir cette blague tout du long. Je vais essayer de pas exploser de rire. Mais si c'est le cas, c'est juste nerveux. Face au coût des enquêtes réalisées par téléphone, les instituts de sondage ont désormais recours à des entreprises panélistes qui leur garantissent une base de répondants devant leur permettre de disposer à tout instant d'échantillons représentatifs de la population à interroger. Comme l'a rappelé le secrétaire général de la commission des sondages lors de son audition, il convient de distinguer deux métiers différents en matière de sondage, à savoir d'une part un premier métier, celui de sondeur à strictement parler, qui consiste à élaborer des questionnaires et à traduire les données brutes en données restituables et publicables, et, d'autre part, un second métier qui consiste à donner accès aux répondants et à les interroger. Les sondeurs peuvent donc recourir à des panels selon deux modalités. Soit en internalisant ce métier, c'est le cas d'Aris Interactive ou d'Ipsos, soit en faisant appel à des sous-traitants, comme le fait par exemple l'IFOP. L'enjeu de la qualité des sondages et les risques afférents vis-à-vis de ce type de pratique fait l'objet d'intenses débats entre chercheurs, instituts et la commission des sondages. Pour les premiers,
En effet, le recours à des panels, s'il répond à une logique économique et pratique de la part des instituts de sondage, n'est pas sans induire des risques liés à l'incapacité des organismes acheteurs de garantir l'intégrité de leur panel, puisqu'ils n'ont pas la main sur ce dernier. Et en plus, il est fluctuant de ce que j'ai compris. Monsieur Luc Bronner, journaliste, a insisté sur cet aspect lors de son audition devant la commission d'enquête. En ce qui concerne les panels, leur immense fragilité tient à leur opacité. On ne sait rien sur eux, renforcés par la diversité des acteurs. Vous avez des instituts de sondage qui se disent propriétaires de leur panel, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes inscrites sur leur base, dont on ignore le profil et le mode de recrutement, aussi bien que l'utilisation individuelle qui en est faite. Vous avez aussi des entreprises, parfois très florissantes, dont une française, qui sont des prestataires de services. Ils livrent des panels à des instituts de sondage. La composition des panels est désormais un métier à part entière. Dans la même perspective, M. Alexandre Désé s'était étonné du satisfecit accordé par la commission des sondages dans son rapport d'activité de 2022 sur cette question. Le rapport d'activité de la commission des sondages de 2022 dresse un tableau positif du travail réalisé par les entreprises chargées de la gestion des access panels, sans préciser comment elle a obtenu ces informations. Je suis frappé par l'opposition singulière entre l'article de Luc Bronner dans Le Monde, qui a bousculé le milieu des sondages, et les affirmations de la commission, selon laquelle les sondages en ligne ne posent aucun problème et les sociétés contrôlent correctement leurs réponses. Une véritable investigation serait la bienvenue. La commission des sondages, pour sa part, a confirmé sa position très proche de celle des sondeurs sur l'utilisation des panels dans le cadre des sondages. Après avoir échangé avec ces acteurs lors d'audition, M. Jean Gaerminck, a indiqué avoir estimé que leur pratique était très éprouvée sur le plan méthodologique, qu'il existait, en outre de Calva, tout un dispositif de contrôle interne pour sécuriser le système. Et enfin, que ces acteurs s'étaient placés dans une attitude positive et constructive vis-à-vis de la commission. Votre rapporteur ne partage pas cet optimisme et trouve étonnant que la commission des sondages tienne en définitive un discours relativement proche de celui tenu par les instituts de sondage. On avait vu ça la dernière fois effectivement. Il estime au contraire, comme l'a démontré M. Luc Bronner, que ces panels fragilisent les enquêtes d'opinion, faute d'une vraie capacité de contrôle efficace des biais qui peuvent l'affecter. C'est vrai qu'on avait vu ça la semaine dernière. Le fait qu'il y ait une carotte financière et une opacité sur la véracité des informations données, voilà, on peut plisser les yeux. Il souscrit aux propos de M. Bronner lorsque celui-ci estime qu'il est nécessaire, en conséquence, de travailler en profondeur sur les panels et s'attaquer notamment à l'une des causes de la fragilité des sondages, les multirépondants. Et fait sienne les conclusions des chercheurs de l'INSEE, de l'INED et de Santé publique France, qui ont montré que nombre de ces répondants sont membres de plusieurs panels. Ce qui renforce du coup le fait qu'en plus, vu qu'ils sont dans plusieurs panels partagés par plusieurs instituts de sondage, ça corrobore le fait qu'on ait des réponses biaisées mais qui soient semblables en fonction de plusieurs instituts de sondage. Par ailleurs, l'audition des sociétés d'Access Panel par la commission d'enquête a soulevé de nouvelles questions en matière de contrôle des redressements. En effet, les panélistes ont affirmé livrer aux instituts de sondage des échantillons dont les échantillons sociodémographiques étaient très proches des données de l'INSEE et des commandes des instituts qui y correspondent. Dès lors, on peut s'interroger sur les redressements sociodémographiques effectués par les instituts de sondage. À quoi correspondent-ils réellement si les panélistes leur livrent des données déjà correctes ? Sauf à croire que les panélistes leur auraient menti sous serment devant notre commission. Le sujet reste entièrement levé et les réponses des instituts de sondage aux questions que nous avons soulevées sur le sujet ont été trop évasives pour permettre de saisir en détail à quel moment des enquêtes s'opéraient les mécaniques de redressement. Rappel de la réponse des instituts de sondage. Face à ce constat
il semble impératif que la commission des sondages renforce son contrôle sur les panélistes et sur les sondeurs en disposant de davantage d'informations sur la façon dont les instituts de sondage recourent à cet outil afin de renforcer la transparence des sondages. Dans le prolongement de cette vigilance, il apparaît également utile de mettre fin aux pratiques de gratification qui, bien qu'elles soient de montant relativement faible, comme l'ont indiqué les instituts de sondage, n'en sont pas moins problématiques quant à la fiabilité des résultats obtenus ensuite dans le cadre des sondages politiques. Donc finito moni. Puisque le fait qu'il y ait une carotte incite à donner des réponses qui ne seraient pas forcément les bonnes. Sixième point. Une révision de la loi de 1977 indispensable pour renforcer la transparence des sondages et l'information des citoyens. L'article 1er de la loi de 1977 fixe le périmètre d'action au sein duquel la commission des sondages peut intervenir. Ne sont actuellement concernés par cette régulation que les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral. Effectivement, on avait vu ça. Il y a un large champ des sondages qui de fait ne sont pas contrôlés et dont on peut dire absolument n'importe quoi. Eh bien, la commission n'a pas le droit d'intervenir dessus pour dire ce serait pas un peu de la merde là ce que vous dites ? Donc je vois clairement là où veut en venir la commission et Antoine Léaumont. Cette définition crée parfois une forme d'incertitude sur la soumission ou non de certains sondages politiques à la compétence de la commission des sondages. La commission d'enquête a expérimenté cette difficulté lorsqu'elle a souhaité entendre l'Institut CSA, qui lui a d'abord indiqué ne pas être concerné par l'objet de ses travaux, affirmant ne pas réaliser de sondage politique, avant de se raviser à raison. Lors de son audition, la commission des sondages a indiqué à votre rapporteur avoir fait face à une difficulté similaire concernant en particulier un sondage publié par l'Institut CSA et portant sur le souhait de voir tel ou tel thème abordé dans le cadre d'une consultation référendaire. Cette commission a dès lors décidé, comme l'a rappelé son secrétaire général lors des échanges, d'examiner de manière systématique les sondages sur les référendums, notamment à la suite de paroles publiques du président de la République concernant l'opportunité de ces consultations. Sa compétence incluant les référendums, elle a donc à raison demandé à l'Institut CSA la communication de la notice relative à ce sondage et publié par ailleurs un communiqué de presse pour demander à tous les instituts qui feraient des sondages sur les référendums de nous les transmettre. Une clarification de cette définition apparaît souhaitable afin de garantir que l'ensemble des sondages politiques et plus largement les sondages sur des sujets d'opinion et d'actualité puissent être intégrés au sein du périmètre d'action de la commission. En effet, de nombreux sondages échappent pour l'heure à son contrôle en raison d'une interprétation restrictive de l'article 1er de la loi de 1977 qui affirme « Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur le territoire national portant sur des sujets liés de manière directe ou indirecte au débat électoral. » Or, les sujets d'actualité et les sondages d'opinion ont un effet sur le débat politique et médiatique, mais n'entrent pas à cette heure dans le prisme de la commission des sondages, celle-ci ne les considérant pas comme liés, même indirectement, au débat électoral. Ce point apparaît particulièrement problématique à votre rapporteur, puisque, comme le montrent les documents révélés par le projet Périclès, des individus souhaitent utiliser la place des sondages dans le système d'information actuel pour orienter les thèmes médiatiques et, in fine, peser sur les élections. On peut également s'interroger sur l'intégration d'instituts de sondage à des empires médiatiques, comme c'est le cas avec l'Institut CSA, dont M. Bolloré s'est rendu propriétaire, et auquel les médias détenus par M. Bolloré commandent régulièrement des sondages d'opinion pour le moins orientés politiquement, mais non contrôlés par la commission des sondages. Aussi, votre rapporteur est favorable à la modification de cet article 1er afin de prévoir que tous les sondages politiques et d'opinion ayant un lien direct ou indirect avec le débat politique et médiatique, et non plus seulement électoral, entrent dans le champ de compétence de la commission des sondages.
Cette mesure aurait pour effet de permettre à la commission de prendre connaissance de l'ensemble des sondages en lien avec le débat politique et de contrôler de fait la réalisation d'un sondage avant sa publication. Elle s'inscrit de surcroît dans la droite ligne de la proposition de loi portée en 2011 par les sénateurs Sueur et Portelli. Donc vous voyez, on est loin des caricatures des positions de LFI qu'on nous a relatées pendant longtemps en disant LFI veulent tout interdire, ils veulent tout contrôler. Absolument pas. Quand on écoute les préconisations du rapporteur, on est loin de tout ça par rapport au sondage. Au contraire, la position d'Antoine Léaumont n'est pas d'interdire les sondages, mais d'avoir des organes qui soient en capacité d'intervenir pour forcer les instituts à être transparents quant à leurs méthodes utilisées et donc notamment critiquer les sondages qui possèdent des biais, qu'ils soient intentionnels ou non. 7e point. Empêcher les instituts de sondage de peser sur les candidatures à une élection. Face à la mer, j'étais obligé de la faire. Face à la multiplication des sondages d'intention de vote et à leurs effets délétères sur le débat public, éloignant les commentaires médiatiques des propositions de fond et les centrant sur une logique de course de chevaux, votre rapporteur soutient l'idée d'envisager une meilleure régulation de leur publication et diffusion lors des campagnes électorales dans un délai suffisant afin de garantir non seulement que les comportements ne soient pas trop impactés lors de la campagne, mais qu'ils ne seront pas non conditionnés par la création médiatique sondagière de caricatures artefactuelles. En conséquence, votre rapporteur souhaite reprendre la proposition d'interdiction des sondages d'intention de vote envisagée au sein de la proposition de loi sur les sondages, visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral. Est-ce que c'est encore la PPL Sueur-Portelli ? Ces sondages, comme l'a évoqué M. Garrigou lors de son audition, sont en effet devenus de fait des institutions dans la mesure où ils participent à la sélection du personnel politique. Leur régulation est donc indispensable car ils interviennent directement dans le processus institutionnel et peuvent donc être considérés par suite comme des instruments non constitutionnels livrés au marché et évidemment à bon nombre de manœuvres. Les sondages d'intention de vote dénaturent en effet le débat politique et privent les citoyens d'une entière capacité de choix en leur fournissant des informations orientées. Il apparaît important de rappeler, en particulier, comme l'a indiqué M. Garrigou lors de son audition, que ces sondages d'intention de vote sont avant tout des artefacts qui mettent les gens dans des situations fictives, dans la mesure où ce qu'on demande aux gens, c'est ce qu'ils voteraient si les élections avaient lieu dimanche prochain. Or, ces élections n'ont précisément pas lieu dimanche prochain, et les candidats de cette élection ne sont parfois même pas encore connus, de sorte qu'une pression auprès des répondants peut fournir une réponse parfaitement artificielle et relève en effet d'une situation de fiction, en particulier lorsque, par association, on extrapole cette situation à l'ensemble du corps électoral. De plus, à distance de l'élection, ces sondages apparaissent dans l'incapacité de percevoir des mobilisations particulièrement fortes et par nature imprévisibles de l'électorat populaire. Ils tentent donc à surévaluer fortement les candidats putatifs qui mobilisent des électorats peu abstentionnistes et sous-évaluer des candidats putatifs qui mobilisent le jour de l'élection des électorats fortement abstentionnistes. Je ne connais pas la définition de putatif. Si quelqu'un peut m'éclairer dans le chat, je prends volontiers. Mais j'aime bien ce mot, il me fait rire. Une tendance aggravée par la pratique de nombreux instituts de sondage qui ne conservent dans leurs données que les électeurs certains d'aller voter, ce qui, à 2 ans d'une élection, est une pure abstraction politique. Loin d'être neutres, les sondages d'intention de vote modifient de ce fait la dynamique des candidatures, en servant des intérêts bien compris, comme le relève également M. Garrigou. On ne connaît pas les candidats, on propose des noms de personnes qui ne seront peut-être même pas candidates, et parfois qui étaient totalement inconnues 3 mois plus tôt et qui ont été introduites dans le débat par des sondages de popularité. Les exemples sont connus. Ainsi, Mme Ségolène Royal n'aurait jamais été candidate si elle n'avait pas commencé un moment à figurer dans les codes de popularité, et M. Zemmour n'aurait pas atteint un score de 17%. Bien entendu, ces choses ne se font pas toutes seules.
On peut certes dire qu'il s'agit d'informations, c'est d'ailleurs ce que défendent les sondeurs, selon lequel il revient aux électeurs de faire la part des choses. C'est leur accorder beaucoup trop de compétences, car tout le monde ne peut pas passer sa carrière à étudier ces questions techniques. Dans ces conditions, et afin de préserver la démocratie de l'influence des sondages, leur interdiction apparaît sans doute souhaitable afin de recentrer les débats médiatiques et politiques des élections sur les enjeux programmatiques. Néanmoins, une telle proposition pourrait être perçue comme excessivement rigoureuse. Il serait donc légitime, à minima, d'interdire la publication ou la diffusion de sondages d'intention de vote tant que les candidats ayant réellement déposé leur candidature à une élection ne sont pas connus. Cela permettrait de conserver la possibilité de publier des sondages d'intention de vote, mais en les basant sur des candidatures réelles et non artefactuelles lors des campagnes électorales. Cette proposition est intéressante, le fait de dire les sondages, vous basez uniquement sur des candidats qui sont déclarés, qui ont rempli les papiers et qui les ont renvoyés au Conseil constitutionnel. Je pense que je soutiendrai cette mesure, de mon côté. Par ailleurs, au regard des risques que font aujourd'hui peser des ingérences étrangères et des tentatives de manipulation de l'information sur la sincérité des scrutins, il apparaît risqué de continuer la publication de résultats de sondage jour du scrutin à 20h au soir des élections. En effet, en 2022, les sondeurs avaient de nouveau commis des erreurs sur plusieurs points par rapport aux résultats finaux. Sur TF1, le sondage IFOP fiducial indiquait Emmanuel Macron à 28,6% contre 27,84% finalement, Marine Le Pen à 24,4% contre 23,15% finalement, et Jean-Luc Mélenchon à 20,2% contre 21,95% finalement. Autrement dit, alors que selon ce sondage un vainqueur, à 20h, l'écart de points affiché entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon était de 4,2 points, le résultat réel sera finalement d'un écart de 1,2 points. Pour votre rapporteur, un résultat serré entre deux candidats à l'élection présidentielle ou à une autre élection, où les sondeurs commettraient une erreur de classement ou d'écart qui serait contredite par les résultats finaux, pourrait ainsi constituer une faille majeure de sûreté pour notre pays et de sincérité du scrutin. Qu'adviendrait-il si un candidat qualifié au deuxième tour selon les sondages, jour du scrutin, ne l'était finalement pas au regard des résultats réels ? Cela n'introduirait-il pas une faille de contestation de l'élection qui pourrait essayer d'exploiter des puissances étrangères ou des partisans du candidat finalement éliminé par les votes. Et cela d'autant plus que l'essentiel de l'attention de nos compatriotes est concentré au moment des élections sur les résultats à 20h et non sur les résultats réellement affichés le lendemain. Pour toutes ces raisons, votre rapporteur est plus qu'inquiet au regard de la diffusion de ces prétendus résultats à 20h et appelle à en interdire la publication. Carrément. Ouh, ça c'est intéressant. Ok, là c'est intéressant. Parce que on voit qu'il y a des erreurs, qu'il y a des approximations et que donc c'est pas entièrement fiable. Pour autant, dans la mesure où il n'y a pas encore eu d'erreur de quelqu'un qui serait qualifié à un second tour alors que finalement les résultats finaux disent le contraire, c'est vrai qu'on n'a jamais eu à remettre en cause ce principe-là. Par contre, le jour où ça arrive, c'est tout notre édifice électoral qui s'effondre. Et notamment un rôle important qu'auront à tirer les instituts de sondage. Donc la proposition d'Antoine Léaumont, en substance, c'est interdisons cela et laissons les résultats officiels être publiés avant que justement l'irréparable ne soit commis et que donc que la confiance dans notre système électoral, qui est solide à cette heure-là, ne soit détruite, amochée, mise en mal à cause d'erreurs formulées par les instituts de sondage. Antoine Léaumont donc nous propose d'agir avant que une erreur ne provoque des dégâts. 8e point. Face à l'opacité des sondeurs, réaliser un choc de transparence sondagier. L'information sur les limites techniques et informationnelles des sondages est insuffisante, en dépit des exigences actuellement prévues par la loi de 1977. La publication récente d'un sondage commandé par l'organisme Hexagone, financé par Périclès, sur les intentions de vote en vue de l'élection présidentielle de 2027 en témoigne. Alors, je rebois une gorgée parce que je crois qu'il va falloir s'accrocher.
Dans ce cadre, votre rapporteur est convaincu qu'il convient d'imposer davantage de mentions obligatoires lors de la publication ou diffusion de sondages politiques. Il plaide en ce sens pour une révision de la loi de 1977 afin d'inclure au sein des mentions devant figurer obligatoirement lors de leur publication ou diffusion. Ah donc on n'a pas l'exemple qu'il cite, on a directement la conclusion. Après ça avait peut-être été développé plus dans une partie qu'on n'a pas lue aussi, ça c'est aussi fortement possible. Comme on a lu qu'au final 35 à 40% du rapport au total, c'est possible aussi. Voire même peut-être moins, je crois qu'on est plus sur du 35% de lu. Un message d'avertissement rappelant qu'un sondage d'intention de vote n'a aucune valeur prédictive et que les résultats d'une élection sont le fait unique du vote des citoyens. Une courte mention rappelant les biais auxquels sont exposés les sondages réalisés selon la méthode des quotas. Une mention précisant le lien qui explique, lorsque tel est le cas, entre l'institut de sondage et les médias concernés. Une mention, si tel est le cas, de l'entreprise d'Access Panel ayant fourni le panel du sondage. Une présentation des résultats sous la forme d'intervalles ou de plages de résultats, cela afin de rappeler qu'indépendamment des problèmes méthodologiques posés, tout résultat de sondage comporte une marge d'erreur parfois importante au regard de la faiblesse des échantillons. Une mention bien visible du nombre de personnes répondant et de l'échantillon utile pour chaque question posée. Votre rapporteur soutient également l'idée de mieux informer les citoyens sur les limites des sondages, par exemple en informant pour chaque sondage l'utilisation d'un bandeau d'avertissement relatant les limites techniques des sondages et le fait que leur valeur prédictive est nulle. Bon, au moins il met les pieds dans le plat, mais il dit les termes. En sus de ces mentions nouvelles, votre rapporteur est favorable à la publication sur le site internet de la commission des sondages des notices expertes des instituts afin de garantir une complète information des citoyens et de renforcer l'auditabilité des méthodes employées par les chercheurs ou toute personne compétente. Pour l'instant, tout ce qui est dit, je m'inscris en plein dedans. Ces notices expertes doivent par ailleurs être davantage normées par la commission des sondages afin d'être comparables entre elles en fonction des instituts. Votre rapporteur a ainsi été stupéfait de découvrir que chaque institut fournit des notices différentes sur la base des éléments qu'il souhaite ou ne souhaite pas communiquer. Voilà, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, et qu'est-ce que tu vas faire de toute façon ? Enfin, la commission ne dispose pas des données brutes, non agrégées et non redressées, et est donc dans l'incapacité d'effectuer un contrôle scientifique des données communiquées par les sondeurs. Il est donc plus qu'urgent de renforcer la transparence de ces outils, non seulement pour la commission, mais aussi pour le grand public et les scientifiques. Cette publicité supplémentaire doit aller de pair avec une exigence accrue de transparence vis-à-vis des redressements effectués, comme le relève M. Dézé dans son audition. La loi du 25 avril 2016 contraint les instituts de sondage à publier, s'il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage. Généralement, il est décidé qu'il n'y a pas lieu de les publier. Les notices publiées sur le site de la commission des sondages sont souvent très fragmentaires sur ces points. Elles mentionnent le redressement socio-démographique, qui ne nous apprend pas grand-chose. Les personnes non diplômées ou sous-diplômées, issues de catégories sociales plutôt basses dans la hiérarchie sociale, ne répondent pas. En revanche, celles qui ont un capital culturel élevé surrépondent. Les notices mentionnent les redressements par rapport aux précédentes élections. Mais ce qui nous intéresserait vraiment, on ne le sait pas. Quels sont les coefficients qui y sont appliqués ? Quelles sont les colonnes de référence ? Comment s'opèrent concrètement ces redressements ? Pierre Weil, ancien patron de la Sofres, avait été cité il y a quelques années dans Le Monde, disant que les redressements relevaient de la recette de cuisine, mais aussi du pifomètre. On avait lu ce témoignage, on l'avait lu. Cette légèreté est incroyable. Autrement dit, le dernier mot est laissé aux responsables des instituts de sondage. Si manifestement les redressements ne correspondent pas par rapport au rapport de force ressenti, on le modifie. En audition devant la commission d'enquête, le directeur de l'IFOP, Frédéric Dabi, a ainsi assumé d'effectuer lui-même les redressements de ces sondages, comme le signalait d'ailleurs en 2022 un article du journal L'Opinion qui indiquait « Frédéric Dabi assure lui-même le redressement ». Et après, il vient communiquer lui-même ses chiffres. Voilà. Donc de là à dire qu'il nous crée les chiffres qu'il veut pour venir les communiquer. Il est souhaitable enfin que les mentions relatives aux pratiques de redressement soient plus précises et détaillent concrètement les modalités retenues, afin de garantir une information maximale des citoyens, comme l'a sollicité M. Jean-Pierre Sueur lors de son audition.
Le redressement peut avoir l'air d'être fait au doigt mouillé, compte tenu de ceci, de cela. Il faudrait spécifier, sans se contenter d'écrire, compte tenu du contexte, qu'une fois pris en considération le résultat de telle élection, de telle autre et la prédiction qu'on peut faire quant à la stabilité de l'électorat, on a décidé d'ajouter 2 points à tel ou tel candidat. Il suffit de le dire et la transparence est assurée. Sur ce sujet, votre rapporteur n'a donc pas été convaincu par les propos du secrétaire général de la commission des sondages, qui avait salué le fait que les sondeurs fournissent à la commission un tableau très complet sur cette question, détaillant les colonnes de redressement et présentant les différents critères de redressement avec les paramètres et pondérations associés. Bien au contraire! Son enquête sur pièce et sur place à la commission des sondages a permis de comprendre que c'est l'opacité et le secret qui règnent, même dans l'organe supposément chargé de contrôler lesdits sondages. Votre rapporteur appelle donc à réaliser un véritable choc de transparence sondagée par une série de mesures visant à améliorer le contrôle de ces outils par la commission des sondages et par le grand public. Je ne l'ai pas dit pour cette VOD, mais rappelez-vous, les recommandations, je les passe dans ces VOD-là, puisqu'il y a toute une section qui sont consacrées à toutes les recommandations, y compris celles qu'on n'a pas vues, des parties qu'on n'a pas lues. Donc c'est pour ça, on les lira plus tard, on les lira même à la prochaine VOD, la prochaine fois. 9e point, empêcher les conflits d'intérêts entre les médias et les instituts de sondage. Le recours croissant des médias au sondage d'opinion, en particulier sur les chaînes d'information en continu, est un phénomène qui plaide en faveur d'une vigilance renforcée. De ce point de vue, les médias ont des stratégies différentes qui les caractérisent et peuvent même constituer un élément de distinction vis-à-vis de leurs concurrents, comme l'a relevé Luc Bronner lors de son audition. Les médias ont des stratégies différentes vis-à-vis des sondages. Le Monde a choisi de s'associer avec Ipsos et le CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Paris, pour des enquêtes au long cours réalisées sur des échantillons pouvant dépasser 20 000 personnes afin de garantir un niveau de confiance élevé dans les statistiques produites. D'autres journaux ont fait le choix de ne pas recourir au sondage. C'est le cas de Ouest France, dont la récente annonce ne fait que confirmer une politique ancienne. Cette situation rend nécessaire de bien veiller à ce que des sondages de qualité seulement puissent alimenter le débat public. Au-delà de la fiabilité des sondages se pose également la question de l'objectif de leur utilisation par les médias et les moyens de préserver l'intégrité du débat public. 2 risques importants se font jour à cet égard. Un risque d'affaiblissement de la qualité de l'information. Le sondage ou son analyse remplaçant au fond le travail journalistique nécessaire pour mettre en perspective et contextualiser toute la complexité d'une problématique. Un risque de manipulation des citoyens à travers le recours au sondage comme élément démonstratif au service d'une stratégie politique sans prendre en compte la limite de ces outils et surtout avec la volonté manipulatoire de donner à une problématique peu présente dans le débat public la force d'une idée largement soutenue sur la seule base d'un sondage pouvant être biaisé. Les auditions menées dans le cadre de la présente commission d'enquête confirment que le débat médiatique est sujet à ces 2 risques, en particulier au risque de conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre médias et instituts de sondage. Lors de son audition, M. Alexandre Désé, chercheur, a d'ailleurs souligné qu'il convenait de traiter la question des conflits d'intérêts tant du point de vue des sondages commandés par les médias et pouvant être instrumentalisés à des fins politiques, que des modalités par lesquelles les instituts de sondage gèrent ces potentiels conflits d'intérêts. En effet, comme le relève M. Désé, lors des campagnes électorales, les instituts de sondage peuvent être rémunérés par des partis ou des candidats à une élection présidentielle, ou être partenaires de sondages publiés par des médias, y compris Le Monde. Étant à la fois partenaire de médias et conseiller de candidats, il se retrouve des 2 côtés du champ du débat politique, ce qui me paraît délicat. Une problématique similaire se pose vis-à-vis de la commande d'État de sondage mise en œuvre par le service d'information du gouvernement, le SIG, afin d'analyser l'état de l'opinion pour l'État et ses différentes administrations. Face à cette situation, votre rapporteur considère qu'un contrôle renforcé sur les liens unissant instituts de sondage et médias doit être exercé.
Et cela d'autant plus qu'il existe désormais la tentation d'intégrer des instituts de sondage à des groupes médiatiques ou au minimum de les y adosser. Mais aussi d'acheter ou de créer des instituts de sondage, ou tout simplement de leur passer des commandes orientées pour peser sur le débat public, comme l'a assuré M. Rérol lors de son audition comme directeur de Périclès, en disant vouloir créer un baromètre faisant un lien entre islam et insécurité. Ainsi, comme l'a relevé M. Jean-Pierre Sueur lors de son audition, en ce qui concerne M. Bolloré, il importe de respecter tout à la fois la liberté d'expression et la transparence. Ce n'est pas parce que des liens existent entre tel institut de sondage et telle publication qu'un sondage doit produire des résultats confortant les opinions politiques dominantes au sein de la rédaction. Il est impossible d'interdire à un journal de publier des sondages, mais on doit veiller à faire clairement savoir qui en est le commanditaire et qui en est le financeur. Dès lors, votre rapporteur estime que le législateur doit prendre des mesures fortes pour empêcher la concentration dans le domaine des médias et des sondages, mais aussi l'intégration croissante d'instituts de sondage à des groupes médiatiques. Que Vincent Bolloré puisse être propriétaire d'un journal, le JDD, qui commande des sondages à un institut dont il est également propriétaire, l'Institut CSA, pour que ce sondage soit ensuite commenté sur une chaîne de télévision CNews ou de radio Europe 1, dont il est également propriétaire, a de quoi inquiéter. Qu'un organe comme Périclès se dise vouloir créer ou acheter un institut de sondage afin de peser sur le débat public, tout en connaissant les velléités de M. Sterrin à devenir propriétaire d'un média, ces tentatives infructueuses sur Marianne ou Valeurs Actuelles ne semblent qu'être partie remise, a de quoi inquiéter. Votre rapporteur préconise donc la mise en place d'une loi d'urgence anti-concentration des médias et des instituts de sondage afin de garantir la fiabilité de l'information et son absence de manipulation par des puissances financières. 10e point. S'assurer de l'efficacité de la régulation existante vis-à-vis des acteurs étrangers. Une vigilance particulière s'impose face au risque d'ingérence en matière de diffusion de faux sondages par des médias étrangers, notamment à compter de la période de réserve en amont du scrutin. Le silence médiatique, la période où, passé le vendredi minuit, ou plutôt le samedi minuit jusqu'au dimanche soir 20h, il est interdit de sortir tout sondage, de commenter tout fait électoral. On ne parle plus des élections et on attend les résultats. Dans son rapport d'activité 2024, la Commission des sondages a relevé que les élections législatives anticipées de 2024 avaient donné lieu, tout comme l'élection présidentielle de 2022, à la publication d'informations électorales rendues disponibles par des médias étrangers dont le caractère factice est avéré. Votre rapporteur partage la préoccupation de la Commission, qui a indiqué à cet égard déplorer cette méconnaissance de l'interdiction posée par le législateur de diffusion de sondages le jour du vote, qui constitue une forme d'ingérence étrangère dans le processus électoral sous la forme aggravée de la désinformation. Le tout procédant d'une motivation principalement mercantile, attirer des curieux vers son site internet. Il estime toutefois que la mise en cause a posteriori n'est pas suffisante pour lutter efficacement contre ce phénomène qui pourrait prendre dans les années à venir une dimension plus massive ou plus hostile. C'est la raison pour laquelle il invite les pouvoirs publics et la commission des sondages à étudier les voies et moyens de lutter efficacement contre ce type de pratique. 11e point. Un recours par la puissance publique aux sondages qui doivent être suivis avec attention. SIG. Est-ce que c'est un lien avec le... Oui, c'est ça, le service d'information du gouvernement. Le SIG, un gros client des instituts de sondage. Pas de grossophobie, s'il vous plaît. Le recours au sondage par le gouvernement dans le cadre du suivi de l'opinion publique doit également faire l'objet d'une vigilance particulière. La commande publique de sondage a, en effet, fait l'objet d'un certain nombre d'affaires problématiques révélées par voie de presse et traduisant un mauvais usage de l'argent public, qu'il s'agisse de l'affaire des sondages de l'Élysée ou pour certains sondages commandés par le service d'information du gouvernement, à savoir, à titre d'exemple, à quel animal ressemble Manuel Valls ?
Excusez-moi, j'ai pas les mots. Mais quel enfer! Il y a vraiment un sondage qui a été commandé là-dessus. Non mais ça va pas bien. Oh là 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 là. Oh, ce gaspillage d'argent public. Bah voilà. Vous qui cherchiez des économies. Vous qui avez dévoyé François Bayrou pour sa quête infinie des économies budgétaires. Voilà, vous avez un nouvel axe d'accès. À quel animal ressemble Manuel Valls? Je sais pas... Non, j'ai pas les mots. Oh la vache. Oh, j'étais pas prêt pour ça. Mais on est quoi? On est dans Télé Loisirs en fait. Lors de son audition, le directeur du SIG, monsieur Michael Nathan, Michel c'est dans la République du RP, a constaté, concernant les volumes de sondage auxquels recourt le gouvernement, un niveau plutôt stable sur les 2 dernières années, après un pic de consommation pendant la période du Covid. Les chiffres pour 2023 sont de 1,2 million d'euros pour 70 sondages, tout type confondu. Il a indiqué que les sondages ne constituaient qu'un élément d'information parmi d'autres et qu'il était nécessaire en particulier d'hybrider la donnée afin de disposer d'une analyse complexe et dynamique de l'opinion. Ce croisement des sources d'information passe, selon lui, par un suivi attentif des réseaux sociaux, qui permettent de mieux suivre les évolutions parfois très rapides de l'opinion publique face à une obsolescence de plus en plus rapide de la donnée. Monsieur Nathan a également tenté de rassurer votre rapporteur vis-à-vis de l'encadrement de cette dépense et du contrôle effectué afin de garantir que les marchés concernés sont passés dans le respect des règles en vigueur. Il a précisé en ce sens que le SIG exerçait le rôle de pôle principal d'achat sur les métiers de la communication et que la recommandation de la Cour des comptes quant à la nécessité de renforcer les effectifs consacrés à la gestion de ces marchés avait été prise en compte. La commande publique de sondage fait également l'objet d'un allotissement, je ne connaissais pas ce mot, à travers la définition de 10 lots qui recouvrent l'ensemble de la typologie des sondages. Macron 2032, racisme anti-blanc, les étranges sondages du SIG. Face à la sensibilité du recours par la puissance publique aux sondages, quand bien même ces derniers ne sont pas publiés et donc n'ont pas d'impact direct sur l'opinion, il apparaît nécessaire de faire preuve d'une double vigilance, à la fois vis-à-vis du coût et de l'opportunité de ces sondages d'une part, et de la publication de sondages visant à faire monter des sujets qui intéressent l'exécutif d'autre part. Votre rapporteur souhaite d'autant plus attirer l'attention sur ce sujet qu'il a fait usage de ses pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place au SIG le vendredi 16 mai 2025, pourquoi 24 ? Pour récupérer un échantillon de sondages réalisés par cette structure et chercher à en observer les différences éventuelles avec les sondages publiés. Il a d'abord pu observer que les sondages quantitatifs réalisés pour le SIG présentent des données brutes plus détaillées que pour les sondages publiés, et même parfois que ceux envoyés à la commission des sondages. Oups. Ainsi, pour les questions d'actualité qui ne sont pas au gouvernement, l'Institut IFOP présente toujours en détail le nombre de répondants à chacune des questions et pour chaque catégorie sociale, ce qui, sans permettre une analyse réellement scientifique des résultats, qui reste toujours aussi opaque, permet néanmoins une analyse plus fine des données et montre que cet institut, qui a remporté le marché public, a tout à fait la capacité de le faire pour ses envois à la commission des sondages ou pour la publication des données. Surtout, votre rapporteur s'alarme du type de questions posées par le SIG. Ainsi, dans un sondage qualitatif OpinionWay du 14 mai 2025, le SIG a questionné les sondés sur la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. La question est posée au lendemain de l'émission du président de la République sur TF1, où Gilles Boulot l'avait interrogé sur le sujet. Dans le sondage OpinionWay réalisé par le SIG, il est précisé pudiquement qu'il s'agit d'un sujet proposé par un participant au sondage. Lors de cet entretien, le président de la République a été questionné sur ses intentions pour l'élection présidentielle de 2032. Sa réponse a pu surprendre. Quand j'aurai fini, je pourrai vous répondre, mais aujourd'hui, je n'y ai pas réfléchi. Que dire ?
Les réponses ouvertes permettent de voir en détail ce que différents profils répondent avec des données précisant le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la localisation, urbain-rural, la proximité partisane en mars 2024, le vote aux élections législatives 2024, le vote à l'élection présidentielle 2022 et enfin aux élections européennes de 2024. On peut s'interroger sur l'utilité pour l'action gouvernementale de disposer d'informations sur un tel sujet. D'autres sondages réalisés par le SIG posent également question quant à la construction artefactuelle, j'adore ce mot, d'opinions qu'ils peuvent produire et en retour sur la manière dont l'action du gouvernement va se déployer. Ainsi, dans un sondage quantitatif du 29-30 avril réalisé par l'IFOP, le SIG a souhaité que les sondés soient interrogés sur le phénomène du racisme anti-blanc. Dans un autre sondage quantitatif du 9 janvier 2025, également réalisé par l'IFOP, le SIG a souhaité que les questions suivantes soient posées aux sondés. D'une manière générale, diriez-vous qu'aujourd'hui l'islam est une menace pour la sécurité de la France ? Et, d'une manière générale, diriez-vous qu'aujourd'hui l'islam est une menace pour l'identité de la France ? Ces questions révèlent l'une comme l'autre une forme de tropisme pour le mois particulier, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la volonté du directeur de Périclès, Antoine Rérol, de mettre en place un baromètre islam et insécurité, sur lequel votre rapporteur l'avait interrogé en audition. Enfin, une question relative à l'Assemblée nationale, posée les 17 et 18 juillet 2024, interroge votre rapporteur sur son utilité pour l'action gouvernementale. En effet, ce sondage quantitatif réalisé par l'IFOP, les sondés sont interrogés sur le thème suivant. La répartition des postes clés qui organisent la vie de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée, vice-président, président de commission, questeur, va avoir lieu à partir de jeudi. Concernant cette répartition des postes clés, souhaiteriez-vous que les députés issus de la France insoumise en soient exclus, les députés issus du Rassemblement national en soient exclus, les députés du Rassemblement national et de la France insoumise en soient exclus, aucun parti n'en soit exclu, ne se prononce pas. Ces sondages interrogent. On peut se demander quelles utilités ils peuvent apporter pour l'action d'un gouvernement, surtout compte tenu du fait qu'ils représentent une dépense non négligeable pour le budget du SIG. Ainsi, selon un document remis à votre rapporteur, les 18 sondages questions d'actualité, mais pas au gouvernement, réalisés par l'IFOP pour l'année 2025 ont déjà coûté au total 133 050 €, tandis que les 12 sondages Communauté Actu, réalisés par OpinionWay, ont déjà coûté 17 280 € au SIG. À tout le moins, votre rapporteur estime qu'une plus grande transparence sur les commandes de sondage et qu'une publicité des résultats pourrait être envisagée. Voilà, ça y est, on a fait le tour de l'ensemble des préconisations pour encadrer le rôle des sondages. Ah, qui c'est qui m'appelle ? On m'appelle d'Espagne. Eh ben, tu laisseras un message sur le répondeur. Nous avons donc fini cette lecture de cette partie du rapport parlementaire et donc en tant que tel la lecture de l'ensemble du propos du rapport d'enquête, enfin du rapport de commission sur tout le développement. On a vu donc sur cette partie-là aujourd'hui, sur cette VOD, que loin des positions qu'on a pu entendre et qui étaient caricaturales dans les médias, que LFI n'est pas favorable à l'interdiction de tous les sondages. Bien au contraire, ils souhaitent en supprimer certains, mais qu'au contraire, ils veulent que les autres sondages soient plus transparents, plus accessibles et plus contrôlables, que donc ce soit un véritable travail qui se rapproche plus d'une méthode scientifique qui soit réalisée avec tout un tas de préconisations et surtout mettre en place des mesures qui permettraient d'éviter qu'on perde confiance en notre système électoral lorsque les instituts de sondage auront fait l'erreur des trop. Antoine Léaumont nous suggère de prévenir plutôt que de réagir. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer sa façon dont il voit le rôle des sondages et son engagement politique d'une manière générale. Voilà.
On va arrêter là pour cette lecture-là. Très intéressante au demeurant, encore une fois. Voilà. On se retrouvera du coup la semaine prochaine, YouTube, pour la dernière partie de la lecture du rapport parlementaire sur les sondages. On fera la conclusion, les préconisations de la commission, les propositions des groupes parlementaires. Donc ça devrait nous occuper encore une dernière VOD. Et donc du coup, si tu as d'autres rapports parlementaires que tu aimerais que je jette un œil dessus, n'hésite pas à faire des propositions dans les commentaires. Je suis tout oui pour savoir un petit peu ce qui remplacera le rapport sur les élections quand on l'aura terminé. Mais ça, c'est ce que nous verrons dans de prochaines aventures et dans de prochaines lectures. Avant de partir, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, même si c'est juste pour dire si tu as apprécié cette lecture. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu veux voir la suite du contenu, qu'il soit politique, pédagogique et vidéoludique. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous.